Alors, dans cet exercice, on a un point M qui parcourt ce segment EC et on s'intéresse à cet angle qui est ici, l'angle IMJ. Et l'objectif de cet exercice, c'est de savoir où placer ce point M pour que cet angle soit le plus grand possible. Alors là encore, c'est une question extrêmement classique et cet exercice est tombé plusieurs fois au baccalauréat sous différentes formes et donc c'est un exercice extrêmement important. Alors maintenant, appuyez sur pause, lisez bien l'énoncé, cherchez l'exercice, puis seulement après avoir cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous demande de trouver les coordonnées des points I et J, sachant qu'on est dans ce repère. Alors, ce repère, je l'ai représenté ici avec ces vecteurs violets. Et pour trouver les coordonnées du point I, je dois partir de l'origine, c'est-à-dire de A, aller en I uniquement en utilisant ces trois vecteurs violets. Alors, vous voyez que pour aller de A en I, on va d'abord faire une fois le vecteur AB, premier vecteur du repère, puis une fois ce vecteur-là. Mais comme I, c'est le milieu de BC, eh bien ça veut dire que pour aller de B en I, on fait une demi-fois le vecteur AD. Et donc j'écris sur ma copie que le vecteur AI est égal à quoi? À une fois le vecteur AB plus une demi-fois le vecteur AD. Et donc les coordonnées de I dans ce repère, c'est 1 pour la première coordonnée, 1 demi pour la deuxième et 0 pour la troisième. Et de même pour trouver les coordonnées du point J, on part de A, on fait une fois le vecteur AD, deuxième vecteur de repère, puis le vecteur DJ, mais comme J là encore c'est le milieu de CD, eh bien on fait une demi-fois le vecteur AB. Et donc j'écris sur ma copie que le vecteur AJ, il est égal à quoi? Au vecteur AD plus 1 demi du vecteur AB. Et donc les coordonnées de J, attention, AD c'est le deuxième vecteur du repère, donc 1 pour la deuxième coordonnée. AB c'est le premier vecteur du repère, donc 1 demi pour la première coordonnée et 0 pour la troisième coordonnée de J. Donc voilà, on a trouvé les coordonnées de I et J dans ce repère, ce qui termine la première question. Alors, corrigeons la deuxième question. On nous demande de montrer que les coordonnées du point M peuvent s'écrire comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on sait du point M? On sait que M, c'est un point du segment EC. Alors, pour réussir cette question, il va falloir savoir traduire mathématiquement que M appartient à ce segment EC. Et ça fait référence au cours. Vous devez savoir que si un point M appartient au segment AB, ça signifie que le vecteur AM, il est égal à T fois le vecteur AB, AM égale T fois le vecteur AB, mais avec T qui est compris entre 0 et 1. Parce que si T vaut 1, ça veut dire que AM égale AB et donc que M est en B. Et si T vaut 0, ça veut dire que AM égale 0 fois le vecteur AB, c'est-à-dire vecteur nul. Et si AM égale vecteur nul, ça veut dire que M est en A. Donc dire, je répète, qu'un point M appartient à un segment AB, eh bien ça veut dire que le vecteur AM, il est égal à T fois le vecteur AB avec T qui est compris entre 0 et 1. Et ça fait partie du cours. Et nous, justement, qu'est-ce qu'on sait? On sait que M, il appartient au segment CE. Donc je commence par écrire sur ma copie M appartient au segment CE. Ensuite, je vais appliquer ce résultat du cours, c'est-à-dire que je vais traduire cette condition sous forme de vecteur. Et ensuite, je vais passer en coordonnées et j'espère que je vais tomber là-dessus. Et donc j'écris que dire que M appartient au segment CE, en appliquant ce résultat, ça signifie que le vecteur CM, il est égal à T fois le vecteur CE avec T qui est compris entre 0 et 1. Et maintenant que j'ai traduit cette condition appartenir à un segment sous forme vectorielle, j'ai plus qu'à traduire cette égalité vectorielle en coordonnées. Donc maintenant, il faut remplacer chaque vecteur par ses coordonnées. Et toujours pareil, on fait point final moins point initial. Alors M, comme je ne connais pas ses coordonnées, je vais les appeler x, y, z. C, je vais chercher ses coordonnées dans ce repère. Et E, pareil. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Alors C, ses coordonnées, pour aller de l'origine à C, qu'est-ce qu'on fait? On fait 1 AB, c'est-à-dire 1 pour la première coordonnée, plus 1 BC, c'est-à-dire 1 AD, donc encore 1 pour la deuxième coordonnée, et 0 pour la troisième. Et E, quelles sont ses coordonnées? 0 fois le vecteur AB, 0 fois le vecteur AD, et une fois le vecteur AE, donc 0, 0 et 1. Et M, je répète, comme je ne connais pas ces coordonnées, je les appelle tout simplement X, Y et Z. Alors maintenant, allons-y, remplaçons chaque vecteur par ses coordonnées, donc ça fait coordonnées de M moins coordonnées de C. Alors coordonnées de M, ça fait X, Y et Z, moins coordonnées de C, donc je mets moins, 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 coordonnées de C, 1, 1, 0, égale, 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 T, T,
t, j'ouvre une parenthèse, et là je vais mettre coordonnées de E moins coordonnées de C. Alors si je fais coordonnées de E, bah, ça me fait 0, 0, 1, moins, 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 coordonnées de C, c'est-à-dire 1, 1 et 0. Et je ferme ma parenthèse. Et voilà, et j'oublie pas de rajouter que t, c'est toujours un réel qui appartient à l'intervalle 0, 1. Alors, si on arrange, ici on obtient x égale 1 moins t, ici on obtient y égale 1 moins t, et là on obtient z égale t, toujours pareil avec t compris entre 0 et 1. Et comme ici x, y, z, il ne faut pas perdre de vue que ce sont les coordonnées du point M, on a donc trouvé les coordonnées du point M, et bien M il a pour coordonnées 1 moins t et t, toujours avec t compris entre 0 et 1. On a donc exactement obtenu ce qu'on voulait, 1 moins t et t, avec t compris entre 0 et 1. Voilà qui termine la deuxième question. Alors, corrigeons la troisième question. On nous demande de démontrer que ce triangle IMJ est isocèle en M. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais démontrer que les longueurs IM et MJ sont égales. Et comment je vais faire? Eh bien, comme je suis dans un repère qui est orthonormé, on me le précise bien, c'est normal puisque ici c'est un cube d'arête 1, eh bien, on va pouvoir appliquer la formule qui est dans votre cours qui permet de calculer des longueurs et qui ne s'applique que dans un repère orthonormé. Donc, je vais calculer la longueur IM, ensuite avec cette formule, ensuite je vais calculer la longueur MJ, toujours avec cette formule, et je vais vérifier que ces deux longueurs IM et MJ sont égales, et ça me permettra de conclure que donc ce triangle est isocèle en M. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Alors d'abord au brouillon, je vous rappelle la formule qui est dans votre cours et que vous devez connaître. Si vous voulez calculer la longueur AB, eh bien c'est égal à la racine carrée de ceci. Mais attention, pour appliquer cette formule, il faut être dans un repère orthonormé. Et c'est le cas ici, et il faut l'indiquer sur votre copie que vous avez pensé à vérifier que le repère est bien orthonormé. Et donc j'écris sur ma copie, comme le repère est orthonormé, je vais pouvoir appliquer cette formule, non pas avec A et B, mais tout simplement avec I et M. Donc ici ça fait première coordonnée de M, c'est-à-dire 1 moins t, moins première coordonnée de I, c'est-à-dire 1, au carré, plus pareil, deuxième coordonnée de M, c'est-à-dire 1 moins t, moins deuxième coordonnée de I, 1 demi au carré, plus pareil pour la troisième partie. Et si on arrange, ici 1 moins 1, ça fait 0, donc ici il reste moins t au carré, mais moins t au carré c'est la même chose que t au carré. Ici 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi moins t au carré, et t moins 0, ça fait t, donc ici il reste t au carré. Voilà, on a calculé IM en fonction de t, et maintenant on va faire pareil, on va calculer MJ. Et si vous calculez la longueur JM, toujours pareil avec la même formule, ça fait coordonnée de M à chaque fois, donc 1 moins T moins coordonnée de J, c'est-à-dire 1 demi au carré. Pareil pour la deuxième coordonnée, ça fait 1 moins T moins 1 au carré. Et pareil pour la troisième, ça fait la dernière coordonnée, ça fait T moins dernière coordonnée de J, c'est-à-dire 0 au carré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Et si vous arrangez ici, ça fait 1 moins 1 demi, ça fait donc 1 demi moins t au carré. Ici, 1 moins 1, ça s'élimine, il reste moins t, mais au carré, ça fait t au carré. Et ici, là encore, ça fait t au carré. Et maintenant, regardez ce que vous trouvez à l'intérieur des racines. C'est la même somme, simplement pas dans le même ordre, mais ce sont les mêmes quantités. T carré, t carré, t carré, t carré, et 1 demi moins t au carré. Donc ici et là, vous avez exactement la même quantité. C'est pour ça que les longueurs IM et JM sont égales, et donc que le triangle est isocèle. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et ce qu'on vient de dire là, il faut bien comprendre que ces deux quantités, elles sont égales quel que soit t appartenant à 0,1. Donc j'écris, pour tout t appartenant à 0,1, cette quantité et celle-là sont égales, c'est-à-dire IM égale JM. Et donc le triangle est toujours isocèle en M, quel que soit t appartenant à 0,1. Voilà qui termine la troisième question. Alors, corrigeons la quatrième question. On nous demande d'exprimer IM carré en fonction de t. Mais justement, au troisièmement, IM, on l'a calculé en fonction de t. Donc IM carré, ça va juste faire sauter la racine, et voilà ce qu'on va obtenir. Et donc j'écris que d'après la question 3 précédente, eh bien IM au carré, c'est égal à ce qu'il y a à l'intérieur de la racine. C'est-à-dire t carré plus t carré, ça fait 2t carré, plus ceci. Et maintenant, je vais juste développer pour arranger. Alors 2t carré, j'y touche pas, et ici je développe, donc 1 demi au carré, ça fait 1 quart, moins 1 demi fois t fois 2, c'est-à-dire moins t, plus t au carré. Et là, j'arrange encore, ça me fait donc 3t carré, moins t, plus 1 quart. Voilà, on a réussi à exprimer IM carré en fonction de t, et ça tombe bien, on tombe sur une fonction simple, un polynôme du second degré.
Et ce qui est très intéressant quand vous faites une question comme ça, c'est d'aller voir un petit peu plus bas ce qui se passe. Et regardez justement cette fonction 3t carré moins t plus 1 quart, c'est exactement celle-là. Donc déjà, ça nous rassure parce que la fonction sur laquelle on tombe, eh bien, elle fait partie de l'énoncé, elle est dans la suite. Donc ça nous rassure sur le résultat qu'on obtient. Et deuxième chose qu'il faut noter, c'est qu'en fait, f de t, cette fonction qu'on nous donne là, eh bien, c'est ni plus ni moins que im carré. Et donc je fais une petite flèche pour indiquer, pour ne pas oublier dans la suite du problème que f de t, c'est im carré. Alors, corrigeons la question 5. D'abord, il ne faut pas perdre de vue que l'objectif de l'exercice, c'est de trouver quand est-ce que cet angle qu'on appelle alpha est maximum. Et bien justement, dans cette question, on va démontrer que alpha est maximum quand sinus alpha sur 2 est maximum. Voilà ce qu'on va démontrer maintenant. Alors, première chose que je voudrais rappeler, prenons une fonction f que je prends au hasard avec un tableau de variation. Là, je suis au brouillon. Par exemple, une fonction f qui a ce tableau de variation. Et je m'intéresse à 1/2 de f. Eh bien, il faut savoir que 1/2 de f a exactement les mêmes variations que f. En fait, quand vous prenez une fonction et que vous la multipliez par un nombre réel positif, ça ne change pas les variations. Donc 1/2 de f a exactement les mêmes variations que f. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f sera maximum lorsque 1/2 de f sera maximum puisqu'elles ont les mêmes variations. Et regardez ici, ici on a alpha. Et ici, on a alpha sur 2. C'est ce que j'ai écrit ici. Il faut bien comprendre que alpha sur 2, c'est la même chose que 1/2 de alpha. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que alpha sera maximum lorsque alpha sur 2 sera maximum. Parce que pour passer de là à là, on a multiplié par 1/2 et ça ne change pas les variations. Donc, je répète, première chose à comprendre, c'est que alpha est maximum lorsque alpha sur 2 est maximum. Donc on a déjà démontré que alpha est maximum lorsque alpha sur 2 est maximum. Mais moi ce que je veux démontrer c'est que alpha est maximum lorsque sinus de alpha sur 2 est maximum. Alors deuxième chose à comprendre c'est que alpha, l'angle ici, il est compris entre 0 et pi. Et donc si alpha est compris entre 0 et pi, alpha sur 2 il va être dans quel intervalle alpha sur 2? Si alpha est compris entre 0 et pi, alpha sur 2 c'est la moitié, eh bien il va être compris entre 0 et pi sur 2. Voilà la deuxième chose à comprendre. Donc ici, le nombre qui est là, qui est dans le sinus, comme c'est alpha sur 2, il va varier, mais uniquement entre 0 et pi sur 2. Eh bien ça, c'est très intéressant parce que si on trace la courbe de quelle fonction? De la fonction sinus, eh bien la fonction sinus, sur l'intervalle 0, pi sur 2, elle est croissante. Et ça, en quoi c'est intéressant? Alors maintenant, je généralise. Je prends une fonction f croissante sur l'intervalle AB et je me pose la question, quand est-ce que cette fonction sera maximum? Eh bien, la fonction f sera maximum lorsque le nombre, comme elle est croissante, lorsque le nombre qui est à l'intérieur de la parenthèse ici sera le plus grand possible. C'est quand même assez logique. Vous avez une fonction qui est croissante, vous vous posez la question, quand est-ce que f sera maximum? Eh bien, comme elle est croissante, elle sera maximum lorsque le nombre qui est ici sera le plus grand possible. Mais ça marche également à l'envers. Quand est-ce que le nombre ici sera maximum? Eh bien lorsque la fonction sera maximale. C'est exactement ce qu'on va appliquer maintenant. Eh bien appliquons ce qu'on vient de dire là à notre fonction sinus. Comme la fonction sinus est croissante sur cet intervalle 0 pi sur 2, eh bien sinus alpha, le nombre qui est à l'intérieur, sera maximum lorsque le sinus sera maximum. Alors, écrivons ce qu'on a expliqué au brouillon. Première chose, alpha est maximum, on l'a expliqué lorsque 1/2 de alpha est maximum. Le fait de diviser par 2 ne change pas l'endroit où il y aura le maximum. Donc alpha est maximum lorsque alpha sur 2 est maximum. Ensuite, on écrit ce qu'on a expliqué là, c'est que comme alpha est compris entre 0 et pi, eh bien alpha sur 2, le nombre qui est là, il sera compris entre 0 et pi sur 2. Et c'est ça qui est intéressant, comme on s'intéresse à la fonction sinus, il se trouve justement que la fonction sinus, elle est croissante sur cet intervalle 0, pi sur 2. Et donc, comme cette fonction sinus est croissante sur cet intervalle, eh bien sinus de alpha sur 2 sera maximum lorsque alpha sur 2, le nombre qui est à l'intérieur, sera maximum. Et à l'envers, ça marche aussi. Alpha sur 2 sera maximum lorsque sinus de alpha sur 2 sera maximum. C'est ce qu'on va écrire maintenant. On a donc démontré que alpha est maximum lorsque alpha sur 2 est maximum, et lui-même, alpha sur 2 est maximum lorsque sinus de alpha sur 2 est maximum. Donc ça veut dire, par conclusion, que alpha est maximum lorsque sinus de alpha sur 2 est maximum. C'est ce que j'ai écrit ici, et qui termine cette question. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette question? Premièrement, que quand vous avez f et 1/2 de f, ça a les mêmes variations, donc les maximums sont atteints au même endroit. Et deuxièmement, quand vous avez une fonction qui est croissante, eh bien, quand est-ce qu'elle est maximum? Eh bien, quand le nombre qui est à l'intérieur ici
est maximum. Donc il faut bien comprendre que la fonction sinus étant croissante sur 0pi sur 2, eh bien sinus alpha sur 2 sera maximum lorsque le nombre qui est à l'intérieur, c'est-à-dire ici alpha sur 2, sera maximum. Et ça marche à l'envers aussi. Alpha sur 2 sera maximum lorsque le sinus de alpha sur 2 sera maximum. Voilà ce qu'il faut retenir de cette question. Alors, corrigeons la sixième question. On nous demande de démontrer que alpha est maximum lorsque la longueur IM, qui est ici, est la plus petite possible. Alors la première chose à faire, puisqu'il va falloir faire un lien entre cet angle et cette longueur, c'est de penser à faire une sous-figure. C'est extrêmement important, quand une figure est compliquée, de penser à faire des sous-figures à part sur son brouillon pour mieux voir ce qui se passe. Donc voilà, j'ai refait ici une sous-figure avec mon triangle IMJ, et il ne faut pas oublier, ce qui est fondamental, c'est qu'on a démontré que ce triangle il est isocèle en M. Donc ces deux longueurs sont égales. Et donc ça veut dire que si ici on représente l'angle alpha sur 2, eh bien cette droite, MH, c'est une bisectrice, mais c'est également une hauteur. Donc ce triangle IMH, c'est un triangle rectangle. Et comme ici j'ai alpha sur 2, et que moi je veux le sinus de alpha sur 2, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Eh bien je vais calculer sinus alpha sur 2 dans ce triangle pour faire apparaître un lien entre sinus alpha sur 2 et IM. C'est ce qu'on me demande. Il faut qu'il y ait un lien entre alpha et IM. Donc moi je vais calculer sinus de alpha sur 2 en faisant apparaître la longueur IM. Et donc qu'est-ce qu'on obtient? Le sinus de alpha sur 2, c'est côté opposé sur hypoténuse. Ça fait donc IH sur l'hypoténuse IM. Mais IH c'est la moitié de IJ, et donc IH c'est une constante. Et donc on obtient que sinus de alpha sur 2 c'est égal à IH, c'est-à-dire à 1/2 de IJ sur IM. Mais il faut bien comprendre que comme IJ et IJ sont des points fixes, et bien 1/2 de IJ c'est une constante. Et nous, il ne faut pas perdre de vue que notre objectif c'est de savoir quand est-ce que alpha est maximum. Mais on a vu que alpha est maximum lorsque sinus de alpha sur 2 est maximum. Donc notre objectif c'est de savoir quand est-ce que sinus de alpha sur 2 est maximum. C'est-à-dire quand ce nombre sera maximum. Mais ici, regardez, on a un quotient. Le numérateur étant constant, la seule chose qui varie, c'est IM. Quand est-ce qu'un quotient est le plus grand possible? Comme ici, on divise par un nombre positif. Pour que le quotient soit le plus grand possible, il faut que le dénominateur, lui, soit le plus petit possible, c'est-à-dire que IM soit minimal. Et maintenant, il n'y a plus qu'à écrire ce qu'on a dit là sur notre copie. Et donc vous commencez par écrire sur votre copie que comme le triangle IMJ est isocèle en M, eh bien ça signifie que quand on représente alpha sur 2 ici, le triangle IMH est rectangle. Et si ça n'avait pas été IMJ un triangle isocèle, on n'aurait pas pu faire ce raisonnement, donc c'est important de préciser que IMJ est isocèle en M. Et ensuite on écrit que sinus de alpha sur 2 c'est égal à IH opposé sur hypoténuse, c'est-à-dire sur IM. Et IH, il ne faut pas oublier de dire que c'est 1/2 de IJ, ça nous permettra d'expliquer que le numérateur est constant. Donc finalement, sinus de alpha sur 2, c'est une constante divisée par IM. Et donc je rajoute que 1/2 de IJ, c'est constant. Et comme je divise cette constante par IM, qui est un nombre positif, pour que ce quotient soit le plus grand possible, il faut que le nombre par lequel on divise soit le plus petit possible. Donc je rajoute donc que sinus alpha sur 2 est maximum lorsque cette quantité IM est minimale. Et là, on a presque fini. On a démontré à la question précédente que alpha est maximum lorsque sinus de alpha sur 2 est maximum. Et là, on vient de montrer que sinus de alpha sur 2 est maximum lorsque IM est minimum. Donc ça veut dire que alpha est maximum lorsque IM est minimum. Je répète, alpha est maximum lorsque le sinus est maximum. Or, le sinus est maximum lorsque IM est minimum. Donc ça veut dire que alpha est maximum lorsque IM est minimal. Voilà qui termine la sixième question. Donc il faut bien comprendre ce qu'on a démontré. On a démontré que cet angle alpha, il est maximum lorsque cette longueur IM est la plus petite possible. Donc pour chercher le maximum de cet angle, en fait, ça revient à chercher le minimum de cette longueur. Alors, corrigeons la septième question. On nous demande d'étudier les variations de la fonction f qui est définie ici. Alors cette fonction f, vous voyez, c'est un polynôme du second degré. Et vous voyez que le coefficient en carré, en t carré, c'est 3. Et quand le coefficient est positif, vous savez que la courbe du polynôme du second degré, c'est une parabole qui est tournée vers le haut. Donc la courbe de cette fonction f, elle a cette allure-là. Donc ça veut dire que déjà, le tableau de variation, ce sera décroissant, puis croissant. Et vous savez que le minimum, dans ce cas-là, il est atteint en moins b sur 2a. Et maintenant, ce qu'on a dit là au brouillon, il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc, je commence par écrire que f est un polynôme du second degré avec a qui vaut 3, b qui vaut moins 1 et c qui vaut 1/4. Et maintenant, je vais calculer moins b sur 2a pour savoir où est le minimum. Et donc,
comme B vaut moins 1, moins B ça fait 1, et comme A vaut 3, 2A ça fait 6. Donc le minimum est en 1/6. Et donc j'écris sur ma copie que comme A est positif, le terme en carré est positif, eh bien la parabole va être tournée vers le haut, donc ces variations c'est décroissant, puis croissant. Et pour savoir où est le minimum, je mets le minimum est en moins B sur 2A, c'est-à-dire ça fait 1/6. Et voilà comment on obtient le tableau de variation. Mais vous voyez qu'ici, je n'ai pas eu besoin d'utiliser la dérivation. Alors vous auriez pu évidemment utiliser la dérivation, mais c'est plus long. Donc pensez bien que quand vous cherchez les variations d'un polynôme du second degré, ce n'est pas nécessaire d'utiliser la dérivation. Vous avez juste à regarder si la parabole est tournée vers le haut ou vers le bas et à chercher son minimum en utilisant la formule moins b sur 2a. Mais sinon, vous pouvez de toute manière dériver, mais c'est souvent plus long. Alors, corrigeons la 8e question. On nous demande de trouver la position du point M pour laquelle cet angle alpha est maximum. Et en fait, il n'y a plus de calcul à faire, il y a juste à comprendre ce qu'on a démontré dans les questions précédentes. Alors, à la 6e question, on a démontré quelque chose de fondamental, c'est que cet angle alpha, il est maximum lorsque cette longueur IM est minimum. Mais à la 4e question, on a justement démontré que cette longueur IM au carré, elle vaut exactement f de t. Donc IM carré vaut f. Autrement dit, la longueur IM, elle vaut racine de f. Si IM carré vaut f, IM vaut racine de f. Donc regardons juste ce qu'on a écrit là. Alpha est maximum lorsque IM est minimum. Mais IM, c'est racine de f. Donc ça veut dire que alpha est maximum lorsque racine de f est minimum. Mais racine de f, il faut savoir que ça a les mêmes variations que f. Donc ça veut dire que alpha est maximum lorsque racine de f est minimum, c'est-à-dire lorsque f est minimum. Mais justement, on a démontré à la 7e question que f est minimum en 1/6. Ça veut donc dire que alpha sera maximum lorsque, je répète, cette fonction-là est minimum, c'est-à-dire lorsque t vaut 1/6. Voilà ce qu'on a démontré et maintenant il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc je commence par rappeler qu'on a démontré que alpha est maximum lorsque cette longueur IM est minimum. Ensuite je rappelle que IM carré c'est égal à f de t et donc que IM c'est la racine de f de t. Et ensuite j'explique que racine de f et f ont les mêmes variations. Ça veut donc dire que alpha est maximum lorsque IM est minimum, c'est-à-dire lorsque racine de f est minimum, mais comme elles ont les mêmes variations, c'est-à-dire lorsque f est minimum. Mais on a vu que f est minimum lorsque t vaut 1/6. Et donc j'en déduis, donc alpha est maximum lorsque f est minimum, c'est-à-dire lorsque t vaut 1/6. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer t par 1/6 dans les coordonnées de m. Donc ça fait 1 moins 1/6, ça fait 5/6. Ici 5/6 et ici 1/6. Donc on a démontré que la valeur de t pour laquelle la distance IM est minimum, c'est-à-dire l'angle ici est maximum, eh bien c'est ce point-là. Donc il n'y a qu'une seule valeur d'abord, ça répond bien à la 8e question. Et voilà le point où il faut placer m pour que cet angle soit maximum. Voilà qui termine cet exercice. Alors cet exercice, il est extrêmement classique. Je répète qu'il est tombé au bac plusieurs fois sous différentes formes, donc il est extrêmement important que vous le compreniez parfaitement. Donc si vous avez eu du mal à le faire, et surtout à partir de la question 5, eh bien c'est extrêmement important que vous le refassiez seul, mais cette fois-ci sans regarder la correction.